Aujourd'hui, on plonge dans l'une des périodes les plus fascinantes, les plus glamour, mais aussi les plus sombres et hypocrites de l'histoire du cinéma, l'âge d'or d'Hollywood, grosso modo entre 1910 et 1970. À cette époque, Hollywood n'était pas simplement une usine à rêves ou une industrie cinématographique florissante. C'était une véritable machine à fabriquer des illusions collectives, une fabrique géante d'images parfaites, de mythes inaccessibles et de vies réécrites sur mesure. Les studios MGM, Warner Bros., Paramount, RKO, 21st Century Fox contrôlaient absolument tout, les scripts, les costumes, les coiffures, les partenaires à l'écran et surtout les images publiques des stars. Imaginez, vous êtes un jeune acteur ou une jeune actrice talentueuse. Vous arrivez à Los Angeles avec des rêves plein la tête. Très vite, on vous signe un contrat draconien de 7 ans. On vous change de nom si le vôtre sonne trop ethnique ou trop banal. On vous impose un régime, des cours de diction, de danse et surtout une identité sexuelle imposée. Parce qu'à cette époque, être ouvertement homosexuel, bisexuel ou même juste soupçonné de l'être, ce n'était pas un simple tabou social. C'était un suicide professionnel pur et dur. Les studios avaient peur du scandale, peur de perdre le public familial, peur des ligues de vertu, des églises, des censeurs. Le Code est, entré en vigueur en 1934 et appliqué jusqu'en 1968, interdisait explicitement toute représentation immorale ou perverse à l'écran et l'homosexualité était classée comme perversion. Derrière les tapis rouges étincelants, les projecteurs aveuglants, les sourires éclatants sur les affiches et les unes de magazines comme Photoplay ou Modern Screen, des centaines d'acteurs et actrices vivaient dans une peur permanente. Une rumeur mal placée, une photo compromettante, un informateur de tabloïd comme Confidential Magazine, et c'était la fin. Blacklist, rupture de contrat, ostracisme. Certains ont choisi de résister, de vivre leur vérité au prix de leur carrière. D'autres ont accepté de jouer le jeu, de se marier en l'avant des mariages, ces unions de façade entre gays, lesbiennes ou bisexuels pour donner le change et ont porté ce masque toute leur vie, souvent au prix d'une profonde solitude, de dépression, d'addiction. Aujourd'hui, on va parler de ces vies cachées, de ces courageux et courageuses qui ont dû naviguer entre glamour et secret, entre désir et répression. On ne va pas sensationnaliser pour le buzz, on va rendre hommage. Parce que leurs histoires sont complexes, souvent tragiques, parfois belles, mais toujours marquées par un courage immense face à un système qui exigeait le silence total. On va explorer des figures iconiques. Marlon Brando, dont la virilité brute à l'écran masquait une bisexualité assumée dans l'intimité. James Dean, la comète rebelle dont la sexualité fluide a alimenté des décennies de spéculation. Rock Hudson, l'idéal masculin hétéro par excellence qui a caché son amour pour un homme pendant des années. Montgomery Clift, génie torturé rongé par le secret. Tab Hunter, l'idole teen qui a survécu au scandale. William N., qui a préféré l'amour à la gloire en défiant directement Louis B. Mayer, et bien d'autres comme Barbara Stanwyck, Ramon Novarro, Robert Reed, Richard Chamberlain, Anthony Perkins, César Romero, Joan Nader, Raymond Burr, et la liste est loin d'être exhaustive. On va plonger dans les coulisses, les pressions des studios, les agents comme Henry Wilson qui fabriquaient des hétéros parfaits, les tabloïds qui menaçaient Dooting, les amis et amants qui ont gardé le secret parfois jusqu'à la mort. On parlera aussi du contexte plus large, la Grande Dépression qui a rendu les gens avides d'évasion, la Seconde Guerre mondiale qui a renforcé les normes de genre, le macartisme qui associait homosexualité et subversion, l'arrivée du sida dans les années 80 qui a forcé Hollywood à regarder en face ce qu'il avait caché si longtemps. Parce que oui, ces vies n'étaient pas juste des anecdotes croustillantes. Elles étaient des actes de résistance silencieuse dans un monde qui punissait l'authenticité. Et aujourd'hui, en 2026, alors que des acteurs comme Elliot Page, Kristen Stewart, Jonathan Bailey ou Kit Connor vivent ouvertement leur queer identité, on mesure le chemin parcouru et on rend hommage à ceux qui ont pavé la voie dans l'ombre. Préparez-vous. Cette vidéo va être longue, détaillée, émouvante par moments, révoltante à d'autres. On va prendre le temps pour chaque histoire, avec des faits vérifiés, des citations de mémoire, de biographes, d'interviews tardives. Et à la fin, je vous poserai des questions pour qu'on discute en commentaire. Marlon Brando, l'icône de la virilité brute qui cachait une vie bien plus nuancée. Salut à tous. On attaque directement avec l'une des plus grandes légendes d'Hollywood, Marlon Brando. Quand on pense à lui, on voit immédiatement le sex symbole absolu des années 50 et 60. Le mec qui a redéfini le jeu d'acteur avec sa méthode, sa présence magnétique, sa voix rauque et son corps sculpté. Stanley Kowalski dans Un tramway nommé Désir, 1951, Terry Malloy dans Sur les quais, 1954, Vito Corleone dans Le Parrain, 1972,
Des rôles qui eurent la virilité brute, la masculinité toxique parfois, la puissance animale. À l'écran, Brando incarnait l'homme hétéro par excellence, dominateur, charismatique, irrésistible pour les femmes. Mais derrière cette façade que les studios ont savamment construite et vendue au public, sa vie privée était infiniment plus complexe, plus fluide, plus honnête dans ses rares moments de vérité. Brando est né en 1924 dans l'Omaha, Nebraska, dans une famille dysfonctionnelle, père alcoolique et absent, mère actrice ratée et alcoolique elle aussi. Il fuit très tôt cette vie étouffante pour New York, où il étudie avec Stella Adler et intègre l'Actor Studio. Dès ses débuts sur scène dans un tramway nommé Désir de Tennessee Williams en 1947, il explose. Le public est choqué par son intensité physique, son t-shirt trempé de sueur, ses cris primo. Hollywood le repère immédiatement. Paramount le signe et commence la machine à illusion. Mais Brando n'était pas du genre à se laisser modeler facilement. Contrairement à beaucoup d'acteurs de l'époque qui acceptaient sans broncher les contrats draconiens et les images imposées, il se battait constamment contre les studios. Il refusait des rôles, négociait, improvisait. Et surtout, il refusait de jouer le jeu de la sexualité hétéronormative à 100%. Dans ses mémoires posthumes Song My Mother Taught Me, publié en 1994, il écrit noir sur blanc une phrase qui a choqué à l'époque et qui reste puissante aujourd'hui. Comme un grand nombre d'hommes, j'ai eu des expériences homosexuelles et je n'en ai pas honte. Il avait déjà dit en 1976 à un journaliste français, « L'homosexualité est tellement à la mode, ça ne fait plus la une. Comme beaucoup d'hommes, j'ai eu des expériences homosexuelles et je n'en ai pas honte. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à ce que les gens pensent de moi. » Ces mots, prononcés à une époque où le code venait à peine de s'effriter, il est officiellement abandonné en 1968, étaient révolutionnaires. Brando ne se définissait pas comme gay ou bi de manière militante. Il disait souvent qu'il n'aimait pas les étiquettes. Mais il assumait ouvertement que sa sexualité n'était pas strictement hétéro. Il expliquait que le sexe était sans précision, fluide, sans frontières rigides. Dans des interviews, il avouait que beaucoup d'hommes étaient attirés par lui et qu'il leur rendait service, parfois avec une pointe d'humour et de détachement. Parmi les relations les plus profondes qu'il a eues avec des hommes, 3 reviennent constamment dans les témoignages, les lettres et ses propres confidences. Wally Cox, Christian Marquand et Daniel Gélin. Brando lui-même a déclaré tard dans sa vie « J'ai vraiment aimé seulement 3 hommes dans ma vie, Wally Cox, Christian Marquand et Daniel Gélin. Tous les autres n'étaient que des bateaux qui passent dans la nuit. » Wally Cox, d'abord. C'était son ami d'enfance, rencontré dans le Nebraska. Wally était petit, timide, intellectuel, comique plus tard, connu pour M. Piper. Leur amitié a duré toute la vie. Brando a dit un jour, « Si Wally Cox avait été une femme, je l'aurais épousée et nous aurions vécu heureux pour toujours. » Quand Wally est mort d'une crise cardiaque en 1973 à seulement 48 ans, Brando a été dévasté. Il a gardé ses cendres pendant des décennies dans sa maison de Mulholland Drive. À sa propre mort en 2004, ses cendres ont été mélangées à celles de Wally, un geste intime, symbolique d'un amour qui transcendait les catégories. Les rumeurs disaient que c'était plus qu'une amitié, et Brando n'a jamais vraiment démenti. Leur lien était profond, émotionnel, et pour beaucoup de biographes, romantique. Ensuite, Christian Marquand, acteur et réalisateur français rencontré à Paris dans les années 50. Brando adorait Paris, il y passait du temps pour fuir Hollywood. Avec Marquand et Roger Vadim, il formait un trio inséparable, partageant des nuits intenses, des discussions philosophiques et bien plus. Brando et Marquand ont eu une relation passionnée, physique et émotionnelle. Marquand a même nommé son fils Marlon en son honneur. Truman Capote, qui les connaissait bien, décrivait ces jeunes hommes comme magnifiques et incapables de cacher leur amour. Des nuits parisiennes légendaires, des escapades, une connexion rare. Et Daniel Gélin, autre acteur français. Gélin a rejoint le cercle via Vadim et Marquand. Brando l'a séduit rapidement. Leur histoire était intense, sensuelle. Gélin a eu plus tard une fille légitime, Maria Schneider, qui jouera avec Brando dans Le Dernier Tango à Paris, 1972. Ironie du sort, Maria Schneider, bisexuelle assumée, a dit que son père n'était pas très présent, mais le lien avec Brando via Gélin ajoute une couche fascinante à cette histoire. Brando a aussi eu des rumeurs avec d'autres hommes, Montgomery Clift, longue amitié amour tourmenté, Rock Hudson, Laurence Olivier, John Gielgud, et même des affirmations plus tardives comme avec Richard Pryor, confirmées par la veuve de Pryor dans les années 70, époque de drogue et d'expérimentation. Quincy Jones a dit en 2018 que Brando couchait avec n'importe quoi, incluant James Baldwin, Pryor, Marvin Gaye. Brando était vorace, curieux, sans tabou.
Et James Dean? Ah, le mythe persistant. Dean admirait follement Brando, il le copiait, le suivait. Des biographes sensationnalistes, comme Darwin Porter, ont inventé des histoires folles. Dean attendant sous la fenêtre de Brando une relation sadomaso avec des brûlures de cigarettes. Brando a toujours nié. Dean n'a jamais été mon ami. Il avait une idée fixe sur moi. Mais des témoins disent que Dean était obsédé, et il y a eu des flirts, des tensions. Aujourd'hui, la plupart des historiens sérieux voient ça comme une admiration non réciproque, pas une grande romance. Malgré ses expériences, Brando a eu une vie hétéro très publique, 3 mariages, Anna Kashfi, Movita Castanda, Tarita Teripepaya, 11 enfants, dont des adoptés, des liaisons explosives avec Marilyn Monroe, Rita Moreno, etc. Les studios toléraient ça tant que l'image restait virile. Brando utilisait cette ambiguïté. Il incarnait des rôles codés queer parfois, comme dans Reflet dans un œil d'or, 1967, où il joue un officier réprimé homosexuel. Brando était un pionnier. À une époque de répression totale, FBI surveillait les déviants, macartisme associé gay et communiste, il a osé dire « je n'en ai pas honte ». Pas un militant comme on l'entend aujourd'hui, mais un homme qui refusait le placard complet. Il a payé cher parfois, dépression, addiction, isolement. Mais il a vécu libre, complexe, authentique. Son héritage, il a ouvert des portes. Les acteurs queer d'aujourd'hui citent Brando comme influence, sa vulnérabilité, sa fluidité. Il a prouvé que la vraie masculinité n'est pas rigide. Il a affronté la célébrité en étant plus nuancé que l'image autorisée. Et toi, qu'est-ce qui te frappe le plus chez Brando? Sa franchise tardive? Ses rôles? Ses amours cachés? Dis-moi en commentaire. Plus que quiconque, incarne le mythe du jeune rebelle hollywoodien, James Dean. Né le 8 février 1931 dans l'Indiana, mort tragiquement le 30 septembre 1955 à seulement 24 ans dans un accident de voiture sur la route 466, aujourd'hui 46. Dean n'a tourné que 3 films majeurs. À l'Est d'Éden, 1955, La fureur de vivre, Rebel Without a Cause, 1955, et Géant, 1956, sortis posthumément. Pourtant, son impact est immense. Il a redéfini la masculinité au cinéma, vulnérable, introspectif, en colère contre le monde adulte, avec une intensité qui transperce l'écran. Mais derrière ce rebelle iconique se cache un mystère persistant. Sa sexualité. Était-il gay? Bisexuel? Expérimentateur? Hétérocurieux? Les débats font rage depuis 70 ans, et même en 2026, avec de nouvelles biographies et un biopic en préparation, on n'a pas de réponse définitive à 100%. Ce qu'on sait, c'est que Dean a vécu dans une époque où l'homosexualité était criminalisée, pathologisée et surtout un poison pour une carrière naissante. Dean arrive à Hollywood en 1949 à 1950, après des études à UCLA et des petits rôles à la télé et au théâtre. Il galère, parking attendant chez CBS, figurant dans des films oubliés comme Fixed Bayonet, Watch As Anybody Seen My Gal. C'est là qu'il rencontre Rogers Brackett en été 1951. Brackett, 35 ans, cadre publicitaire et producteur radio influe chez une grosse agence. CBS avait des liens étroits avec la pub. Brackett est ouvertement gay dans certains cercles, sophistiqué, connecté. Il connaît tout le monde, de Marlène Dietrich à des producteurs. Dean, 20 ans, beau gosse blond aux yeux verts, attire son attention. Dean lui confie qu'il veut être acteur. Brackett lui promet de l'aider. Très vite, Dean emménage chez Brackett à Hollywood, partage son lit, selon Brackett lui-même et William Bast. Brackett le parraine, rôle radio, contact et même son premier grand rôle Broadway dans Steel Jaguar, 1952. Brackett dit plus tard « Je l'aimais et Jimmy m'aimait. Si c'était une relation père-fils, c'était aussi un peu incestueux. » Dean, de son côté, en parle à sa petite amie Elizabeth Dizzy Sheridan. Il veut rompre avec Brackett, se sent utilisé, exploité sexuellement parfois. Bast, son coloc et ami proche, le décrit comme le « kept boy » de Brackett, un jeune entretenu en échange de faveurs. Cette relation est compliquée. Amour? Mentorat intéressé? Exploitation? Dean en sort amer, parle de vampire dans des lettres, refuse d'être sucé dans ce genre de deals, jeu de mots qu'il faisait lui-même. Il y a même un incident sur un yacht avec un producteur Broadway, le Mueller, qui le marque négativement. Dean achète un couteau à cran d'arrêt après ça, le porte pour se protéger lors de meeting. En 1954, juste avant la sortie d'East of Eden, Brackett menace de révéler leur passé. Dean paye $800, équivalent $1400 aujourd'hui, pour son silence, un chantage évité de justesse, révélé récemment dans la bio Jimmy.
Secret Life of James Dean de Jason Colavito 2024. Dean était terrifié. Un scandale aurait tout détruit. Puis arrive William Bast. Bast et Dean se rencontrent à UCLA en 1950, deviennent colocataires à New York en 1951 à 52. Bast, scénariste TV plus tard, il écrit pour The Outer Limits, Star Trek et Gay et Closeted. Dans son premier livre James Dean, 1956, il censure tout sur la sexualité. Mais en 2006, dans Surviving James Dean, publié chez un petit éditeur, il avoue, ils étaient plus que des amis. Dean voulait vivre avec lui en tant que partenaire et amant. Ils expérimentent sexuellement. Bast tombe amoureux, espère une vie commune. Dean dit un jour, on devrait vivre ensemble, toi et moi. Mais Dean est ambivalent. Il sort avec des femmes, Pierre Angeli, relation intense mais platonique selon elle, Lee Sheridan, Ursula Andress, a des rumeurs avec des hommes, Jacques Simmons, un acteur qui vivait presque avec lui pendant Rebelle. Bast décrit Dean comme bisexuel ou gay, mais refusant les étiquettes. Je ne suis pas homosexuel, mais je ne vais pas traverser la vie avec une main attachée dans le dos. Phrase culte. Ça veut dire, je ne me prive pas d'expérience par peur du qu'en dira-t-on. Les studios Warner Bros. Fabriquent l'image, Dean est promu comme bachelor ultime. Aux côtés de Rock Hudson et Tab Hunter, tous de closeted gay. On l'associe à des actrices pour les photos, on étouffe les rumeurs. Confidential Magazine et d'autres tabloïds menacent d'outing, mais Dean meurt avant que ça explose. Après sa mort, les biographies fusent. 1975, Ronald Martinetti interview Brackett. Venable et dont parle de prostitution gay S&M, John Gilmore dit qu'il aimait hommes et femmes. Bast nie longtemps, puis avoue en 2006. Aujourd'hui, un biopic basé sur Surviving James Dean est en développement, 2024 à 2025. Avec Brandon Flynn dans le rôle de Bast? Non. Flynn joue Dean dans une version, mais le focus est sur la relation Bast-Dean. Dean n'était pas militant queer, il était jeune, confus, en colère. Sa Ernest transparaît dans ses rôles. Cal Trask, East of Eden, rejette le père, cherche l'amour, Jim Stark, rebelle, crie contre l'hypocrisie adulte, Jet Rink, Giant, est un outsider violent. Il incarne une masculinité fragile, émotionnelle, queer-coded avant l'heure. Il jouait au basket, pilotait des voitures de course, Porsche 550 Spider Fatal, refusait l'efféminité stéréotypée. Mais il fréquentait des bars gays, expérimentait, vivait des relations intenses avec des hommes. Son héritage, symbole de complexité sexuelle. Pas juste un rebelle straight. Il a influencé des générations. Les acteurs queer d'aujourd'hui, comme Timothée Chalamet qu'il a incarné dans un faux film, voient en lui un pionnier. Il a vécu dans le placard forcé, mais son aura défile énorme. Tragédie, il meurt avant de pouvoir explorer pleinement qui il était. Mystère persistant, bisexualité assumée, dit refoulé, fluide. On ne saura jamais tout, mais ses amis, Bast, Sheridan, et les fait poindre vers une vie queer significative. Qu'est-ce qui te touche le plus chez Dean? Sa rébellion? Sa vulnérabilité? Les rumeurs sur sa vie privée? Laisse un commentaire, on en discute. On arrive maintenant à l'une des histoires les plus emblématiques, les plus tragiques et les plus révélatrices de tout l'âge d'or d'Hollywood, Rock Hudson. Si vous deviez imaginer l'archétype du héros masculin des années 50 et 60 grand, large d'épaule, sourire charmeur, voix grave, regard intense, c'est lui. Rock Hudson incarnait l'Américain idéal, viril, romantique, hétérosexuel, rassurant. Des films comme Géant, 1956, avec Elizabeth Taylor et James Dean, Confidence sur l'oreiller, 1959, avec Doris Day, Le secret magnifique, 1954, avec Jane Wyman. Il était la star numéro 1 au box-office pendant des années, l'idole des midinettes, le fantasme des familles conservatrices. Mais derrière cette image méticuleusement construite par les studios Universal International, Rock Hudson menait une vie secrète intense, une vie gay assumée dans son cercle proche, mais cachée au monde entier sous peine de tout perdre. Rock Hudson est né roi Harold Scherer Jr. le 17 novembre 1925 à Winnetka, Illinois. Enfance modeste, père camionneur qui abandonne la famille, mère qui se remarie avec un ex-marin violent. Roi grandit timide, bègue légèrement, obsédé par le cinéma. À 18 ans, il s'engage dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis déménage à Los Angeles en 1946 avec un rêve, devenir acteur. Il travaille comme chauffeur de camion, livre des paquets au studio. Et un jour, il croise le chemin de Henry Wilson, le célèbre agent de star, surnommé le faiseur de beaux gosses. Wilson, lui-même gay et closeted, repère immédiatement le potentiel. Grand, 1,91 m, beau, corps athlétique.
Il le renomme Rock Hudson, Rock pour la force, Hudson pour le fleuve majestueux. Lui fait refaire le nez, les dents, lui impose des cours de diction pour éliminer le bégaiement. Et surtout, il fabrique son image, hétéro, playboy, célibataire convoité. Si vous avez aimé ce format deep dive historique et humain, mettez un gros pouce bleu signe pouce vers le haut. Partagez la vidéo avec un pote fan de cinéma classique ou de séries vintage et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes sur les coulisses du showbiz, les scandales oubliés, les légendes queer du passé et du présent. Sur ce, prenez soin de vous, soyez authentiques autant que possible et rappelez-vous, même dans l'ombre la plus épaisse, la vérité finit toujours par percer la lumière. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Bisous et à très bientôt.